Voilà, moi je voulais, c'est très intéressant, tout à fait ce qui a été dit là, et c'est tout à fait vrai. Alors votre dernière intervention là, donc, disons, est le rôle de Étienne Chouard qui souhaite qu'on réécrive la Constitution. Eh bien, moi, il y a quelque chose qui est assez fondamental, c'est-à-dire que Montesquieu l'avait déjà démontré, il doit y avoir la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir législatif, celui qui fait les lois, le pouvoir exécutif, celui qui s'en sert, et le pouvoir judiciaire, celui qui vient faire la police. Eh bien, il ne faut pas que ça soit entre les mains d'une seule personne. Or, si on regarde notre Constitution à nous, eh bien, malheureusement, celui qui fait les lois, eh bien, très souvent, c'est le gouvernement. C'est pas le Parlement, disons, on gouverne par des décrets, par des arrêtés, comme ça. Ensuite, celui qui l'exécute, eh ben, c'est le gouvernement. Et quant au pouvoir judiciaire, tout de suite, il est fortement pris d'assaut, en quelque sorte, pour qu'on passe outre. Et on s'aperçoit que c'est souvent qu'il y a des gens qui sont, disons, qui sont, voilà, on considère qu'ils ne sont pas coupables. Si on regarde les autres constitutions, la constitution américaine est beaucoup plus pour la séparation des pouvoirs. Ils sont tout le temps en train de s'engueuler entre le Sénat, la Chambre des représentants, le pouvoir exécutif et même le pouvoir. Donc déjà chez eux, c'est et même en Angleterre, même en Angleterre, pourtant c'est pas à ce point, mais il y a cette séparation des pouvoirs. Alors effectivement, on va réécrire. Quelqu'un d'autre, ouais. Bon, je rajoute que si on veut aussi étendre, il y a aussi le pouvoir médiatique qui mériterait d'être isolé, et le pouvoir monétaire que Montesquieu, évidemment, n'avait pas forcément imaginé. Oui, j'ai trouvé intéressante la précédente intervention de Daniel. Effectivement, si on doit réécrire la Constitution, on doit forcément faire un travail de comparaison des différentes constitutions des démocraties qui existent, des avantages et des inconvénients des différentes constitutions. On peut aussi citer la constitution allemande qui a été faite dans l'après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, dans des circonstances qui étaient très difficiles pour la reconstruction de l'Allemagne. Et il y a des exemples dans la constitution allemande avec des clauses qu'on appelle éternelles de garantie des droits constitutionnels et des libertés qui sont intéressants. Je dirais par rapport aux États-Unis, on constate que, comme vous dites, ils s'engueulent, mais ça mène à une paralysie qui a un côté un peu dramatique. Et par exemple, si on prend l'exemple du droit à porter des armes, qui est, je ne sais plus quel amendement qui indique qu'on a le droit de porter des armes dans la Constitution. Et quand on pense que pour changer la Constitution américaine, il faut une majorité des 2/3 dans la Chambre des représentants, il faut une majorité des 2/3 dans le Sénat, il faut les 2/3 des États qui ratifient, il faut que le président signe, et ça n'arrivera jamais. Et donc, ils auront, pour l'éternité, des armes. Donc, il faut quand même faire attention. Cette constitution américaine qui a été rédigée à la fin du 19e siècle, en fait, une sorte de valeur religieuse pour les États-Unis, qui ont une tradition, en fait, de toute façon, d'interpréter des textes religieux, et qui ont une société beaucoup plus religieuse que la nôtre, même si la laïcité ne signifie pas, à mon avis, la fin des religions. Mais la pluralité des religions qui s'organisent au sein d'une des sociétés qui les respectent a priori toutes. Mais les Américains ont effectivement une tradition beaucoup plus religieuse, et donc ils ont une lecture très religieuse de la Constitution. Et donc, de toute façon, il y aura toujours des tas de partisans aux États-Unis pour garder la Constitution telle qu'elle est, donc elle ne pourra jamais changer. Donc ça, c'est quand même un problème d'avoir un texte qui fait 5 ou 6 pages et qui régit complètement la politique d'un pays, où finalement, c'est les 9 sages de la Cour suprême qui tranchent les débats politiques, parce que, comme par exemple l'avortement, ce n'est pas justement le législateur et les élus qui vont trancher la limite du droit à l'avortement aux États-Unis. C'est simplement la Cour suprême qui interprète les quelques mots flous sur le droit à la vie qui sont dans la Constitution qui a été écrite il y a plus d'un siècle. Et donc là, ça pose quand même certains problèmes démocratiques, même si, effectivement, aux États-Unis, on a une tradition des contre-pouvoirs et on a 2 branches égales que sont le Congrès et les États-Unis et le président.
ça pose des problèmes de paralysie. On l'a vu au moment du vote de certains votes concernant le budget, où carrément l'administration a été complètement paralysée et a fermé parce qu'ils étaient incapables de se mettre d'accord. Parce que ça conduit aussi... Il y a aussi dans la Constitution américaine le fait que tous les votes des parlementaires est public. Et ça conduit en fait à une polarisation politique parce que les parlementaires, dans chaque vote au Parlement, pensent en fait aux élections des primaires où ils vont devoir, face à leurs électeurs républicains ou démocrates selon le cas, justifier de leur orthodoxie idéologique. Et donc ça pose pas mal de problèmes aussi dans l'expression de la démocratie. Et je pense que, personnellement, j'aurais plutôt une préférence pour des régimes parlementaires comme on a en Allemagne. Il y a aussi d'autres exemples en Italie où on a une instabilité qui est assez chronique. Et je pense qu'il y a un autre truc qui peut être intéressant de remarquer par rapport à tout ce qui a été dit, c'est l'aspect instrumentalisation. Et dans la mesure où effectivement le pouvoir se rapproche de la masse, c'est-à-dire est partagé par tout le monde en même temps, avec une réaction avec Internet, comme ça le permet aujourd'hui, qui peut être instantanée, on va avoir des réactions des masses qui peuvent être très irrationnelles. Et dans la mesure où il n'y a pas de coordination de l'information, c'est de l'ordre de la rumeur qui se propage de façon un peu non contrôlée. Et ça peut donner lieu à toutes sortes de manipulations. Et il y a aussi un autre aspect dans la pratique de la démocratie où on pense donner le pouvoir au peuple, c'est par exemple le cas du référendum. Et on sait que dans le cas d'une politique systématique par référendum, comme le prône certains partis, disons plutôt très à gauche ou très à droite de l'échiquier politique, justement d'instrumentaliser les référendums, c'est-à-dire d'en faire un instrument par lequel, par une forme de désinformation, on va quand même obtenir un gain politique par une manipulation de la masse. Et donc, rapprocher de la masse, c'est intéressant, mais voilà. Après, il y a d'autres aspects sur Internet. Juste une remarque à propos de l'apparition de l'imprimerie. Ce qui a aussi propagé la lettre de la Bible, c'est la traduction par Martin Luther de la Bible qui était auparavant en latin. Oui, effectivement, Luther, effectivement, j'ai pas, mais effectivement, ça fait partie du lot. Alors, une question, simplement une précision par rapport à l'aspect référendum. Ça faisait aussi l'objet d'une partie que j'ai dû zapper pour tenir dans le temps. Les référendums, ici, effectivement, les référendums tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est des référendums à l'initiative du prince, c'est-à-dire effectivement instrumentalisés par le pouvoir politique qui est centralisé et qui effectivement peut poser des questions auxquelles il s'attend à avoir des réponses qui servent ses intérêts politiques. Et bon. Mais ces référendums-là sont instrumentalisés effectivement. Alors non, dire tous. Moi, des référendums auxquels je serais plus favorable, c'est par exemple en Suisse, ils ont des référendums d'initiative populaire. Et ça, effectivement, c'est des référendums qui sont fondamentalement démocratiques, dans le sens où ils vont émerger du peuple. C'est-à-dire qu'il y a 100 000 personnes, 200 000 personnes qui signent une pétition pour qu'il y ait tel référendum qui passe. Et c'est des aspirations populaires. Quand il y a 100 000 personnes qui désirent poser une question, par exemple, est-ce que la Banque centrale suisse doit avoir tant de pourcentage d'or dans son bilan, c'est des questions qui sont à l'initiative du peuple, qui sont des préoccupations populaires. Et je pense qu'il n'est pas ridicule de poser, mais après, je trouve pas. On peut être critique vis-à-vis en disant oui, la masse va pas réfléchir, elle va voter n'importe quoi, ou alors elle va être manipulée par les médias, ce qui est possible aussi. Mais voilà. Mais pour moi, effectivement, le référendum et l'initiative du prince, c'est beaucoup moins démocratique qu'un référendum d'initiative populaire. Voilà. Oui, bonsoir. Moi, je serais certainement pas un aussi bon orateur. Mais disons que je suis un peu resté sur ma faim parce que pour moi le titre Internet et démocratie, voilà, c'était aussi pour moi avoir l'avis un peu des nouvelles générations, un peu sur le phénomène Internet et le chamboulement que ça a déjà provoqué effectivement sur les rapports donc de la société. Pour la petite histoire, je suis quand même tombé dans l'informatique en 68 et sorti en 2010, donc j'ai vécu. Je suis parti du premier ordinateur 32K plus grand que la pièce.
Voilà. Et donc, et à la fin, j'ai informatisé des PME. J'ai fait à peu près tous les métiers de l'informatique. Donc, ce que j'ai assisté, moi, depuis, vous dites 1990, en fait, en Auvergne, c'est à partir de 2000 où vraiment Internet est rentré dans les entreprises. Avant, c'était très, très marginal. Hein. Donc, c'est quand même très récent. Donc, vous voyez l'évolution, effectivement, qui s'est produite en 15 ans, on va dire. Qu'est-ce qu'il en deviendra dans 15 ans ou dans 20 ans? Et moi, ce qui me fait peur, si vous voulez, c'est que j'assiste au niveau de la communication. Alors, c'est un média, mais c'est un média qui, à mon avis, fait que les gens communiquent de moins en moins. Enfin, communiquent différemment, mais moins humainement. C'est-à-dire qu'il y a plus rapport humain. Donc, un exemple, j'avais perdu mon téléphone, j'étais obligé d'en prendre un. Je me suis retrouvé avec un espèce de truc, voilà. Pourtant, j'avais un peu l'expérience des écrans tactiles. J'ai voulu essayer d'appeler Virgin, machin, des trucs. J'ai passé, et je ne suis pas le seul dans ce cas-là, des heures et des heures avant d'arriver à trouver quelqu'un qui, à un moment donné, m'a raccroché au nez. Et puis, bon, il faut que je me débrouille tout seul. Donc, là, je trouve qu'il y a une déshumanisation par rapport au fait de dire je vais dans une boutique, puis là, on m'explique et on me met en route les choses. Vous voyez? Ou tout de suite, d'accord. Vous voulez rajouter quelque chose? Non? Après, très bien. Vous gardez le micro. Sur la déshumanisation, effectivement, après, tout dépend de l'usage qu'on en a et à quoi on le compare. Si on compare Internet au langage oral, effectivement, le langage oral, c'est notre seul média naturel et c'est le seul qui reste, entre guillemets, humain. On est tous d'accord avec ça. Entre Internet et une lettre qu'on a rédigée à la main, c'est pas plus ou pas moins humain. C'est un média technique. À partir de là, effectivement, à partir du moment où c'est technique, c'est tout de suite beaucoup moins humain, de mon point de vue. En revanche, si on compare par exemple Internet à un autre média technique comme la télévision, là, apparemment, la consommation moyenne de télévision, c'est 3h30, 4h par personne. Je trouve ça, d'une certaine manière, plus humain d'échanger sur des réseaux sociaux, des blogs, etc., de communiquer et d'interagir, que de rester 3 heures par jour devant un écran de télévision qui est unilatéral. Après, sur l'humanité du média, oui, après, c'est une question de dosage. Oui, pour moi, effectivement, c'est pas très sain d'utiliser trop Internet, comme c'est pas vraiment sain d'utiliser trop la télévision. C'est pas pour ça qu'il faut y renoncer. C'est une question de dosage et d'équilibre. Non, j'ai pas dit ça, effectivement. Ce qui est effrayant, dernièrement, j'ai entendu une information, c'était des enseignants qui voulaient faire apprendre la programmation à des élèves à l'école. Donc, là, ce que je veux souligner, c'est le côté, au niveau des outils informatiques, puis des langages et tout le côté technique qui va avec, c'est comment on va dire, ça se périme, il y a une périmation, je ne trouve pas le mot, péremption, voilà, qui est très très rapide, qui fait que vous êtes obligé de vous remettre sans arrêt dans une nouvelle culture, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous changez d'appareil, à chaque fois même que le système d'exploitation change, vous êtes obligé de repartir pratiquement à zéro. Donc tout ça, c'est un encombrement, je veux dire que ça vous mobilise des forces. Hein, est-ce que le temps que vous passez là-dedans, en fait, est-ce que vous prenez le temps après de regarder les arbres pousser les fleurs? Vous voyez, c'est comme vous dites, c'est effectivement une question de dosage, mais est-ce qu'on apprend bien à l'école aux enfants et dans la famille à doser, justement, hein? Il ne faudrait pas leur faire perdre de vue que jusqu'à un certain âge, c'est d'abord une formation essentielle qui est celle de la nature, parce qu'on a vraiment envie de ça. Et après, petit à petit, au fur et à mesure, effectivement, des besoins scolaires, on utilise, mais à bon escient. Donc voilà, c'est ce côté-là. Je suis déjà intervenu dans des collèges et tout ça pour les forums des métiers, et j'ai toujours mis l'accent là-dessus, si vous voulez, pour dire, l'informatique c'est bien, c'est un outil qui effectivement est utilisé dans toutes les professions maintenant, mais qu'il faut, maîtriser. Et dans les entreprises, j'ai assisté à des burn-out de ce côté-là. Et alors, quand les gens sont passés du clavier à la souris, je vous dis pas, hein, les traumatismes que ça a été. Donc voilà, c'est pour les jeunes, je pense que faites attention, vous ne vous laissez pas piéger quand même à être à fond là-dedans.
pensez à regarder, parce que quand on vous voit des fois au restaurant, vous êtes chacun avec votre téléphone portable et vous oubliez de causer entre vous. Donc, vous voyez, c'est cet aspect-là moi, qui me... Je trouve que... Voilà, merci. Excusez-moi. Bon, effectivement, il y a plusieurs idées intéressantes, notamment le côté humain des grandes entreprises, inhumain des grandes entreprises de la technologie que vous avez mentionné à travers l'histoire du serveur vocal dont tout le monde a pu faire l'expérience. Dans les grandes entreprises aujourd'hui, on ne peut pas parler à un être humain parce que ça coûte trop cher. Les ordinateurs coûtent beaucoup moins cher que les êtres humains. Et donc, ça pose pas mal de problèmes, effectivement, dans l'évolution de la société. D'abord, ça va faire, et je pense que ça va aller beaucoup plus vite. Vous avez parlé des révolutions précédentes et de l'imprimerie et de la manière dont ça a pénétré la société progressivement, y compris la presse. Et je pense que dans le cas des technologies informatiques, on assiste en fait à une évolution qui est beaucoup plus rapide et qui est beaucoup plus radicale d'un certain point de vue. C'est-à-dire qu'on va assister dans les décennies qui viennent à des révolutions profondes dans le monde du travail où une grande partie des emplois va être automatisée. Donc ça va nécessiter des changements de modèle de société assez profonds, sauf à se préparer à avoir plus de 50% de chômeurs dans tous les pays. Ça peut apporter effectivement des richesses dans la mesure où elles sont un peu partagées, mais ça va supposer effectivement d'avoir une réflexion sur les évolutions de la société. Et voilà, et effectivement, l'idée, ça pourrait être peut-être de prendre ces gisements de ressources humaines pour mettre un peu des êtres humains en face comme interlocuteurs, plutôt que de mettre systématiquement des ordinateurs. Mais bon, là, il y a énormément d'aspects sur l'évolution de la société de l'informatique. Et je dirais par rapport aux outils, je passe le micro, par rapport aux outils, vous avez mentionné effectivement l'obsolescence rapide de tous les langages et de toutes les techniques. Justement, ce qu'il faut vraiment faire à l'école, c'est former sur les concepts scientifiques. Et c'est pour ça qu'on ne parle pas seulement de programmation, mais on parle d'algorithmique à l'école. Parce que l'algorithmique, c'est les choses qui, par-delà tous les langages, vont être le fond scientifique sur lequel s'appuie l'informatique et qui ne va pas être obsolète, qui va rester, qui va être, comme l'école a toujours fait, donner aux jeunes un socle qui va leur servir toute leur vie, malgré l'évolution des techniques et l'évolution de la société. Voilà. Alors, Christian Montorier, donc, un des membres de l'Amicale laïque. Donc je voulais revenir un petit peu sur la laïcité. Je suis plus d'accord avec ce monsieur qui disait que c'est plutôt une question de vivre ensemble. C'est pas forcément la fin des religions. L'homme, c'est dans son histoire, quoi. Comment expliquer le feu, comment expliquer les étoiles, comment expliquer des tas de choses. Donc la religion, on peut pas... voilà, tout à fait. Mais par contre, la notion de vivre ensemble, moi je crois savoir que c'est assez français, cette histoire de laïcité. Ensuite, pour en revenir à l'aspect démocratie, quel que soit l'outil, quel que soit le média, quel que soit... je crois que ça passe avant tout par l'éducation. Et justement, une amicale laïque est très attachée à l'aspect éducatif des jeunes. Et enfin, je pense que plus on est érudit, plus on réfléchit, quoi. Enfin, tout le monde sait ça. Mais je crois qu'aujourd'hui... il y a l'aspect économique qui intervient, l'aspect économique international, les grandes entreprises, qui fait qu'on diminue quand même sacrément des crédits, qu'on diminue sacrément justement ce don à l'éducation pour nos jeunes. Voilà, moi je ne suis pas très érudit, mais je perçois ça quand même un petit peu. Internet, de ce point de vue-là, a quand même un autre intérêt qui est que n'importe quelle personne qui a une motivation, bon, il faut qu'elle ait un fond culturel et une éducation, peut aujourd'hui apprendre une langue étrangère, regarder la télévision dans une langue étrangère pour se former. On n'entend plus. Donc, il y a aussi, Internet apporte, en fait, en complément de l'éducation traditionnelle qu'on apprend à l'école, une possibilité pour s'informer sur le monde, mais sur l'ensemble du monde, et d'avoir en fait une perception globale, au sens global sur la planète, qu'on n'a jamais eu jusqu'à présent. Et c'est pour ça que cet aspect horizontal, il a aussi ça de nouveau avec Internet, qu'il est mondial. C'est-à-dire que jusque-là, les médias, c'était les médias nationaux,
Et il n'était pas question, c'était très compliqué d'acheter le journal américain, britannique, allemand, italien, c'était très compliqué. Et donc ce n'est pas seulement l'Union européenne, c'est Internet qui offre de nouvelles opportunités, à la fois en matière de formation, d'auto-formation ou de formation de manière horizontale, pour reprendre les concepts qui ont été présentés dans la conférence, et aussi à l'échelle mondiale. Déjà, je voulais commencer par vous féliciter pour la qualité du travail et la qualité de la restitution. Donc moi, j'avais une remarque. Alors, c'est vrai que vous n'avez pas prétendu avoir été exhaustif. Je crois que vous avez été contraint, si j'ai bien compris, par le temps, et du coup, c'est une présentation partielle. Cela étant, j'avais une question. Vous avez évoqué la Première Guerre mondiale, et où effectivement, il y a l'écriture qui prend une autre dimension. On a de nombreux recueils des premières lettres de soldats qui ont vécu au front. Enfin, c'est un peu loin à l'école pour moi, mais je me rappelle de Gaston Biron ou d'autres. Mais il y a aussi de nombreux peintres, Autodix ou Valenton, enfin, ou des tas d'autres. Et je me posais la question, est-ce que ça a été fait et pas présenté ? Ou est-ce que ça n'a pas été fait? Est-ce qu'on ne pourrait pas intégrer l'art, peinture ou autre, à votre présentation? Parce que c'est quand même un média, enfin, à mon sens, et je crois que c'est un média qui a participé à l'évolution de la démocratie. Je pense aux caricatures. Après, c'est un débat de savoir si c'est un art ou pas. Mais voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas intégrer l'art à ce travail qui était de qualité? Si on reprend effectivement la définition que j'ai donnée d'un média, à savoir un moyen de communication, un moyen d'échanger de l'information, effectivement, l'art, c'est un moyen d'échanger de l'information. Le problème, c'est que l'art existe depuis la préhistoire. Et j'aurais pu rajouter, faire une bulle avec l'art et puis montrer que au niveau de la préhistoire. Mais si vous voulez, pour moi, l'art, c'est un peu comme le langage oral. C'est-à-dire que on pourrait le comparer au moins au langage oral ou à ce média naturel, dans le sens où, généralement, dans la plupart des sociétés, l'art est accessible à la majorité. C'est-à-dire que l'art a de sens que quand que lorsqu'il peut être échangé et diffusé au prix d'une majorité de personnes. Effectivement, on peut me dire tout le monde n'a pas le moyen d'aller au musée, mais globalement, si on veut aller consommer de l'art, entre guillemets, même si c'est terrible de parler de consommation pour de l'art, hein, mais globalement, tout le monde peut avoir accès à de l'art, et vu nos moyens actuels, tout le monde peut en produire. Mais effectivement, c'est un média, oui, mais qui est, enfin, ouais, c'est vrai que c'est délicat d'essayer de comprendre l'influence de ce média sur les systèmes politiques. Mais c'est une thématique intéressante. Malgré tout, l'art, c'est pas que un média aussi. C'est ça la difficulté. Il y a des médias qui sont des médias purs et simples, d'accord. Mais l'art, c'est beaucoup plus que ça. Et même si effectivement, ça peut influencer la société, c'est plus un reflet de la société. Pour moi, l'art, c'est ça. Pour moi, ce serait ça. L'art, c'est beaucoup plus un reflet de la société, et c'est pas, entre guillemets, ce qui va la faire fonctionner. Je sais pas. Voilà, là, c'est de l'improvisation. J'ai pas creusé le thème, et probablement, je regretterai ce que je viens de dire demain. Mais voilà. Ouais, voilà, c'est ça qui est terrible. Hein. Merci Alban pour ta conférence que j'ai énormément appréciée. Si j'ai bien compris la thèse du fond, c'est de base, c'est que la communication, les interactions sociales horizontales et maximisées dans tous les sens sont un support aux échanges
nécessaire pour la délibération qui doit amener à un consensus et qui est donc la définition de la démocratie primitive telle que tu l'as dit. Est-ce que, moi je comprends et je partage que c'est complètement un préalable, un prérequis. Est-ce que c'est suffisant à la délibération qui converge vers un consensus? Parce que on peut échanger, on peut faire tous des monologues et puis on n'arrive pas à bouger. Ça, c'est une très bonne question. C'est-à-dire que moi, effectivement, mon point de vue, réellement, c'est que le fonctionnement médiatique, c'est pas que le prérequis. C'est aussi ce qui va susciter le désir dans la société de réformer son propre système politique. Si on était tous, effectivement, si il n'y avait pas eu Internet, si on était resté à des médias très verticaux, on aurait pu continuer sur ce système politique-là, mais très très longtemps, vraiment. Je pense qu'effectivement, un nouveau média qui est très différent en termes de nature, en termes de composition, de fonctionnement, va produire dans la société un désir. Et ce sera probablement un désir de plus de démocratie, mais probablement, là je parle juste en termes de probabilité, et je suis incapable de dire à quelle échéance, de quelle manière ça va se faire. Ça, c'est quasiment impossible. Mais pour moi, effectivement, le désir, le germe, il est effectivement dans le média. Voilà. Après, dire comment ça évolue, c'est impossible. Ah, monsieur qui n'a pas eu la parole. Ah, si. Ah. Ouais, je vais apporter un tout petit peu de... Bonsoir, merci. Un petit peu de pessimisme. Moi, en vous écoutant, je pensais à deux choses. Je me disais, tiens, c'est depuis environ une quinzaine d'années que l'Internet se développe. Alors, on pourrait parler de ce qui se passe dans le monde, de la mondialisation, c'est vachement compliqué. Mais en tout cas, pour la France, une quinzaine d'années qu'Internet se développe, il y a de moins en moins de gens qui vont voter. Et la deuxième chose, la deuxième remarque, qui est sans doute un peu parallèle pour moi, c'est que je me disais, tiens, la religion, pendant longtemps, ça a été un moyen d'abrutir les gens, de les contenir, tout ça. Et je me dis, est-ce que depuis l'avènement, le développement extraordinaire des médias, de la télévision, et maintenant d'Internet, c'est pas un moyen d'abrutir et de contenir les gens? Et je me disais même que quand on voit certaines émissions à la télévision, je crois qu'on est en plein dedans. Et je me demande si Internet, c'est pas un peu ça aussi, et c'est pas donc un risque aussi de ne pas avancer, de perdre encore beaucoup de temps, et malheureusement, d'aller de désillusion en désillusion pour ce qui me concerne. Voilà. Il faut que je réponde là. Il y a deux suggestions. La première, c'est que, bon, comme les gens, sous-entendu, d'après ce que j'ai compris, sous-entendu, comme les gens vont moins voter, ce serait moins démocratique. Alors, t'as loupé le début de la conférence. J'excuse, mais dans le début de la conférence, j'explique qu'effectivement, l'élection est fondamentalement aristocratique et quasiment antidémocratique. Si vous voulez, moi je me sens très concerné par la société, son évolution, et pour cause, je me suis embêté à faire une conférence. Néanmoins, j'ai plus le désir d'aller voter. C'est terrible, hein, mais pour moi, il n'y a plus aucun parti politique qui représente mes aspirations de citoyen, mes aspirations pour la démocratie, mes aspirations d'écrire une constitution tous ensemble. Malheureusement, c'est terrible à dire, mais aucun parti, aucun mouvement politique ne représente ça. Malheureusement, quand effectivement on se documente sur Internet, à force de se documenter, en prenant un certain recul, on a l'impression vraiment d'avoir affaire à une pièce de théâtre et vraiment d'avoir affaire à du factice, et quel que soit le bulletin de vote qu'on déposera, réellement, on n'aboutira jamais à ça. Et que, du coup, moi je le fais plus, je dis pas que c'est un exemple, c'est pas bien, on peut me dire, ah, c'est pas démocratique, bah oui, c'est terrible, j'assume, mais pour moi c'est aristocratique d'aller voter, enfin, pas d'aller voter, c'est plutôt de participer à des élections, d'accord? Moi je serais pour voter, oui, en tant que citoyen, je veux bien voter, voter des lois, faire des choses en tant que citoyen, j'ai aucun problème avec ça. Participer à des élections, c'est participer à une aristocratie qui, c'est plutôt une plutocratie dans les faits. Je veux plus participer à ça, voilà. Alors la deuxième chose c'était, pardon? Est-ce que la surmédiatisation ne remplace pas la religion
Ouais. Ben, moi, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Si vous voulez, j'ai plus la télé. J'ai plus la télé. Du coup, effectivement, la religion de Secret Story, de la télé-réalité, j'y suis plus. Je regarde pas. Des fois, j'écoute vaguement la radio et ça a tendance à m'agacer. Voilà, je me documente et j'ai que Internet, effectivement. Je plaide coupable. J'ai Internet. J'ai pas l'impression, toutes ces connaissances-là que j'ai pu vous présenter ce soir, je les aurais jamais acquises sans Internet. J'ai pas l'impression que c'est m'être abruti que d'avoir acquis toutes ces connaissances et vous les avoir présentées. Vont faire la démarche que je vais faire? Probablement pas. Probablement pas. D'où la conférence. Voilà. On est d'accord. Donc, depuis le début, là, si moi j'avais 18 ans, je me lève et je casse toutes les chaises, quoi. Arrêtons. N'accusons pas Internet. C'est un produit que nous avons créé. D'accord? Maintenant, nous voulons parler de démocratie, pas d'Internet, parce que ce n'est pas Internet qui fait la démocratie. Nous sommes trop à l'aise aujourd'hui, nous tous là, nous sommes là, assis, pour donner des conseils sur Internet, laïcité, etc. Mais parlons de démocratie. Le pouvoir des forts. Le pouvoir, c'est comme Epsilon, l'homme. Le pouvoir, voilà, c'est tout simplement ça qu'il faudrait qu'on débatte, pas d'Internet. Internet, c'est nous, c'est notre petit jouet, c'est notre 4x4, c'est notre route. Enfin, moi j'en reviens au problème de la démocratie. Effectivement, si on considère que c'est essentiellement un travail d'échange entre personnes, moi, Internet, ça me perturbe parce que vous nous avez pas parlé du Darknet, par exemple. Moi, j'ai l'impression qu'on a une fragmentation et une désintégration de tout ce qui fait l'échange et la communication entre les gens pour générer une position commune et un consensus, à part pour des initiés. Mais sinon, c'est occulte pour la majorité des gens, moi, je trouve. Je peux vous poser une question. Sommes-nous, nous, en France, donc là, je ne parle pas de la Chine, je ne parle pas de la Russie. Il y a une trentaine d'années, on parlait d'une nomenclature russe, etc. Aujourd'hui, là, je vous parle à vous, sommes-nous dans une société de classe, oui ou non? Ah oui, ça... Mais non, parce que vous me dites l'interdiction de l'Internet, etc. Moi, je vous demande tout simplement, aujourd'hui, sommes-nous en France dans une société de classe, oui ou non? Même si nous avons la liberté... Laissez-moi finir. Même si on a le droit d'être ici, de discuter, de parler, d'être entre nous, d'être en bonne santé, et qu'il y en ait aujourd'hui des personnes qui ne sont pas peut-être ici au RSA ou au RMI, ou bien qui sont au chômage où la majorité ne l'est pas, je vous pose juste la question que vous me répondez directement, malgré cette soi-disant liberté d'expression que nous avons. En plus, ce n'est pas moi qui l'utilise. Ce sont les médias et vous et moi qui l'utilisons. On a l'habitude d'utiliser le mot classe politique. D'accord? On a l'habitude de dire, ici en France, sans parler d'Internet, on a l'habitude de dire que les médias, parce qu'attention, Internet ne diffuse pas l'information exacte. Elle permet le défoulement. Elle permet l'envie. Elle permet la tricherie. D'accord? Elle permet le vol. D'accord? Elle permet surtout quelque chose qui est grave, l'anéantissement complet du moins, de l'esprit critique. Parce que partout où nous sommes, tout le monde peut parler, tout le monde peut dire. Donc même les plus influents l'utilisent. Et ceux qui sont les plus influents, ce sont aujourd'hui les énarques. On est d'accord? Parce qu'ils ont toutes les méthodes possibles et imaginables pour pouvoir nous mettre sur une roue. Donc, alors soyons contents d'être là entre nous, bien, tranquilles, les enfants sont... Laissez-moi finir. Maintenant, ma question est la suivante. Sommes-nous dans une société de classe? Et je demande à toute la salle ici de dire oui ou non, qu'on lève le bras, sommes-nous dans une société de classe? Merci. Donc, je vous la rends le micro, monsieur. Vous pouvez dire ce que vous voulez parce que vous l'avez vu avant. Oui, tout à fait. Je vais répondre à votre question. Pour moi, oui, on peut toujours discuter sur les mots, on est dans une société de classe en ce sens. Voilà. Donc, voilà. Bon, certains mots emploient certains sociologues aujourd'hui emploient le terme strate parce que le terme classe
il est très connoté par les combats idéologiques qui ont marqué le XXe siècle. Mais de toute façon, oui, on est dans une société qui est stratifiée, en ce sens qu'il y a des gens qui ont du pouvoir, et il y a des gens qui ne l'ont pas. Il y a des gens qui ont l'éducation, et il y a des gens qui ne l'ont pas. Il y a des gens qui ont de l'argent, et il y a des gens qui n'en ont pas. Et ça fait des limites qui sont difficiles à franchir, même d'une génération à l'autre. C'est-à-dire qu'on a une forme d'héritage qui est un héritage sociologique, parce qu'on n'a pas seulement un héritage génétique, on a un héritage sociologique. Social. Ce que je dirais par rapport à, effectivement, d'autres sociétés, on peut penser à certaines sociétés dans lesquelles on avait, jusqu'à il y a peu de temps, des monarchies héréditaires. On a encore en série, en fait, un fils de dictateur qui est dictateur et qui cherche à se maintenir au pouvoir le plus possible. Donc là, ce sont, dans ces pays-là, les institutions qui organisent l'héritage social de la société et qui imposent ces limites au franchissement de la limite d'une classe à l'autre. C'est-à-dire qu'on a une classe qui, institutionnellement, domine, et ce sont les institutions qui organisent, par la loi, cette domination. Alors que dans notre société... Non, voilà, ça, on peut discuter ça. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup qui l'aiment, mais en Syrie, il y a un autre groupe qui s'appelle l'État islamique, qui est un État qui a émergé tout seul. Bon. Et non. Ce que je dirais, c'est que dans notre société, la société de classe, elle se transmet par des murs qui sont invisibles, qui ne sont pas dans la loi, qui sont ou sinon les lois au sens de Montesquieu, c'est-à-dire des lois de la sociologie. Et donc, pour lutter contre ces lois de la sociologie, les moyens, c'est l'éducation pour permettre la mobilité sociale. Les moyens, c'est effectivement d'avoir une action politique pour favoriser la mobilité sociale par l'éducation, par les incitations. Les moyens, c'est éventuellement, là, pour certains, la redistribution fiscale. Ce sont des moyens institutionnels dans nos démocraties pour favoriser la mobilité sociale, c'est-à-dire permettre aux personnes, notamment d'une génération à l'autre, de passer d'une classe à l'autre. Et en tout cas, il y a une différence entre les sociétés qui institutionnalisent l'héritage et la transmission du père au fils de sa domination, et les sociétés qui ont un fonctionnement dans lequel tous les humains naissent égaux en droit, et tous les citoyens naissent égaux en droit, et où, effectivement, les limites de classe sont des limites qui sont de l'ordre de la sociologie et de l'anthropologie. Ouais, non, alors, justement, moi, j'ai une énorme méfiance vis-à-vis du pouvoir politique. J'aime beaucoup... alors, j'aimerais, avant de repasser le micro, quand même, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et j'aimerais un tout petit peu réagir. Effectivement, on est tout à fait fondé à parler de classe politique. Vous avez manqué un petit peu le début de la conférence qui expliquait que réellement, d'après moi en tout cas, on est beaucoup plus dans une aristocratie élective plutocratique que dans une démocratie. Et effectivement, quand on parle de classe, ou de classe politique, d'énarques, malheureusement, les présidents énarques qui n'étaient pas énarques, on en connaît. Effectivement, il y a une vraie hyperclasse, que ce soit des très riches ou la classe politique, qui sont globalement aux commandes du pouvoir. Ça, c'est une réalité, et c'est très loin d'une démocratie. Et voilà, ça me paraissait important de le souligner. Je repasse le micro une dernière fois. Il y en a qu'on faim. Je sais qu'il y a un buffet à la bibliothèque. Il y a 2 personnes. Qui a parlé le moins? Je ne sais pas. Les deux ont parlé le moins. Hop. Oui, je vais peut-être changer de sujet et vous parler d'une expérience qui est récente, qui s'est passée dans une association qui est une nouvelle forme de démocratie. Alors, je vous dirai comment elle s'appelle et vous pourrez aller sur Internet avoir davantage quand même. Ben oui, mais je peux vous le dire verbalement aussi, mais ça serait trop long. Alors, c'est une nouvelle forme, c'est-à-dire
Quand vous êtes dans un groupe, disons ça marche surtout quand on est local, quand vous êtes dans un groupe, eh bien, vous décidez quelque chose par le vote. Donc, vous imaginez, vous avez 15 personnes, et ces 15 personnes décident, on pose une question, il y en a 8 qui sont d'un avis, et il y en a 7 qui sont d'un autre avis. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est les 8 qui l'emportent, et vous vous trouvez avec un groupe de 15 personnes qui ensuite, eh bien, il y en a 7 qui n'ont pas voté ça. On leur demande, on les force à accepter cette chose-là, et disons, c'est source de disputes. Alors, cette nouvelle forme de démocratie, elle a été inventée il y a une vingtaine d'années en Hollande ou au Danemark par un chef d'entreprise qui ne supportait plus de voir des gens qui étaient tout le temps en train de se disputer. Alors, concrètement, ce qu'il a fait, eh bien, il a fait que les décisions étaient prises par consentement sans objection, en disant toute personne ici est égale. Une voix, une personne, une voix. Alors, consentement sans objection, ça signifie la chose suivante. Face à une proposition qui est faite, quelqu'un qui dit « moi je propose », là-dessus, toutes les personnes s'expriment, peuvent s'exprimer, et disons que soit elles approuvent, soit elles sont moyennement contentes, soit elles disent « ça ne marchera jamais ». Et à ce moment-là, eh bien, disons qu'elles doivent argumenter. Ces personnes qui font ces objections majeures doivent argumenter parce que sinon c'est perturber la chose. Et quand on arrive au bout de très peu de temps, eh bien, quand on arrive à un consentement de tout le monde, sans objection, un consensus, eh bien, l'ensemble, on considère que tout le monde est d'accord, parce que personne n'a bloqué. Le deuxième élément qui est important, et après c'est fini, la deuxième chose, c'est l'élection sans candidat. C'est-à-dire, plutôt que quelqu'un qui dit « moi, je prendrais bien le poste de secrétaire ou je prendrais bien le poste de président », en général, eh ben, c'est un petit peu les grandes gueules qui demandent ça. On demande simplement, on fait un tour de table et c'est à tout le monde à désigner qui c'est qui verrait le meilleur pour occuper un certain poste. Alors, ça ne coïncide pas toujours, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais au bout de 3 tours de table, eh bien, ça fait l'unanimité sur une personne, ou tout au moins celui qu'on a le moins de raison de refuser, et puis la personne, eh bien, elle dit, bon, d'accord, j'accepte, puisque tout le monde est d'accord pour que je prenne le poste. Alors, j'ai pratiqué, ça fait drôle, de pratiquer ce genre de choses. Je vous dis tout de suite que ceux qui ont le moins bien accepté, c'est les grandes gueules. Ça s'appelle la sociocratie. C'est extrêmement intéressant. Je vais rebondir déjà sur la première partie où vous parlez de consensus. Et je vous rappelle... c'est réellement un des fondements de la démocratie. Les vraies sociétés, les communautés qui ont les comportements les plus démocratiques, en réalité c'est les communautés primitives qui ont ces comportements-là, dégagent leurs décisions collectives uniquement par consensus. Parce que s'il y a des individus qui ne sont pas d'accord pour respecter telle ou telle décision collective, ils ne la respecteront pas. Et du coup, la décision sera caduque de fait. Et de ce fait, les vraies décisions qui peuvent être prises dans ces sociétés qui sont presque purement démocratiques sont faites nécessairement par consensus. Et ça, c'est un élément qui est très important, je pense, dans une démocratie qui serait plus réelle, en fait. Et ça marche forcément parce que on n'a pas d'opposition frontale, on n'a pas de blocs qui s'opposent droite-gauche et qui sont au final totalement stériles. La deuxième chose, c'est effectivement l'élection sans candidat. C'est une approche qui est beaucoup plus intéressante, qui reste aristocratique. Je ne suis pas fondamentalement contre l'aristocratie, mais je pense que c'est des combinaisons à mettre en œuvre. Et justement, je pense que c'est une aristocratie qui permet de vraiment désigner les meilleurs et pas les meilleures grandes gueules. C'est ça. Quand on fait une
une élection sans candidat, on désigne ceux qui paraissent être vraiment le meilleur pour tout le monde et pas ceux qui écrasent les autres en parlant et en élevant la voix. Là-bas, je me souvenais. Il y avait personne d'autre? Non? Oui, je voulais rebondir sur ce qu'avait dit monsieur. Alors, je ne sais pas si je détiens la vérité. Je voulais rebondir sur votre pessimisme. Je ne sais pas si je détiens la vérité, mais en fait, c'est quelque chose que j'entends assez régulièrement. Et en général, je rebondis en opposant un optimisme. Je crois que souvent, effectivement, alors c'est pas notre média, il ne faut pas se cacher derrière notre petit doigt. Internet, c'est pas notre média, c'est le leur, ça c'est sûr. Et je crois qu'on a un peu tendance à croire, même si on pense en être un peu emparé et avoir un petit peu regardé ce qui se passait, régulièrement on entend que voilà, les jeunes y vont, je l'ai entendu, je ne veux pas critiquer, mais ils vont sur Internet, c'est les abrutis, ce sont devenus des abrutis, etc. Et donc, effectivement, moi, j'oppose mon optimisme à ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a un optimisme naturel, c'est sûr, mais il y a quand même un élément que j'aimerais rappeler. On est éclairé par Voltaire, on en a parlé, ça a 300 ans. Et il faut quand même rappeler que Voltaire fait partie de ces écrivains qui a dû s'exiler, alors pour lui c'était en Angleterre, me semble-t-il, parce que ces livres étaient considérés comme un vecteur d'abrutissement par un certain nombre de personnes. Voilà. Donc, je crois que Internet n'est pas un vecteur d'abrutissement pour nos jeunes. Et moi, j'ai plutôt tendance à dire, je crois que mes enfants seront plus intelligents que moi. C'est ce que je leur répète assez régulièrement. Et si je le dis, c'est qu'au fond, j'y crois un peu quand même.